Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de La Bande à part, un podcast cinéma proposé par l'association Les Ciné-Passeurs. Je m'appelle Clément et avec l'équipe du jour, on va passer 1h30 ensemble à parler 7ème art, mais pas que. Alors au programme dans cette émission, l'habituel tour de table avant de découvrir notre nouvelle recrue, de l'érotisme japonais, oui, les coulisses d'un film catastrophique avec Bill Murray au casting, des discussions et un jeu qui mettra à mal notre nouvelle bande du jour. En parlant d'elle, il serait temps de la présenter, alors on commence par le chef de file, mon acolyte de toujours, aussi intelligent que Stephen Hawking et aussi beau et sportif qu'OSS 117. Et allez. Attendez, non. Non, c'est le contraire, enfin bref, ça marche quand même. Guillaume, notre Raïs à nous, est là pour l'émission, comment ça va ? Bah salut tout le monde, salut Clément, ça va bien, temps de merde, donc très content d'être ici. Je pensais aller me faire couaner, bronzer la couane plutôt, mais finalement c'est mieux, donc ravi. Jamais 203, on y est. Ouais, c'est ça, voilà. Mais d'ailleurs, jamais 203, notre troisième personne autour de la table à côté de lui. Alors, comme on a dit la semaine dernière, on a un bellâtre, un Apollon, bref, un pur beau gosse angoumoisin qui remplace Loïc. On est très très heureux de l'avoir pour cette première, même si on a longtemps hésité à l'inviter parce que bon, on sait à quel point il risque quand même de nous voler la vedette, hein, et puis notre boulot, et donc notre salaire. Avant de se rappeler qu'en fait on est que des stagiaires et que finalement tout va bien, on n'est pas payé. Pierre est avec nous, comment ça va ? Eh ben ça va très bien les gars, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Bah de rien, c'est avec grand plaisir, on est très très content encore une fois que tu sois là. Voilà, le programme est annoncé, l'équipe est au complet. Bande à part, prise 3, action. Et ben pour commencer ce nouveau podcast, on va commencer par le tour de table, qui s'agit en fait, pour nous de dire, de raconter un petit peu nos pratiques de la semaine, qu'est-ce qu'on a regardé, quels endroits on a fréquenté, quels sites. Pierre, Quel site, ouais. j'espère que tu vas pas nous choquer avec tes sites, mais je vais commencer avec toi. Vas-y, dis-nous ce que t'as fait cette semaine. Ok. Alors moi je suis en train de lire une bande dessinée qui s'appelle Blackout, qui parle de cinéma, donc c'est raccord. Ouais. Donc c'est une BD alors désolé pour la prononciation, de Louis Fang au scénario et de Hugh Micol, et ça raconte l'histoire donc d'un personnage qui s'appelle Max Wilde, et qui en fait est acteur dans le Hollywood des années 30 à 50 à peu près. À l'âge d'or en fait. Ouais. Et oui, c'est ça en fait, ça raconte l'âge d'or d'Hollywood, sauf que ce mec il est descendant donc de Wild Horse, un des grands chefs indiens, et il a des origines aussi noires, chinoises et mexicaines. En fait, il cumule un peu toutes les ascendances entre guillemets ethniques des États-Unis. Ouais. Et il se récolte tous les seconds rôles, métissés à Hollywood, et il essaye comme ça de gravir les échelons. Et en fait, dès le début de la BD, on nous dit que finalement, il a fait un nombre incalculable de rôles, mais qu'il a été coupé au montage et qu'il est présent à aucun générique. Oui, okay. Donc il y a une espèce d'ironie dramatique comme ça, et donc... Pardon, c'est biographique ou c'est une fiction ? Non, ils ont inventé un mec, une espèce d'icône qui résumerait un peu tout ça, quoi. C'est vachement bien. Voilà. Ouais, c'est intéressant dans l'approche, on dirait un petit peu la même approche, tu sais, que Once Upon a Time in Hollywood, tu vois, créer un personnage de fiction pour mieux raconter une époque. Ouais, d'accord. Et intéressant, oui. Est-ce que t'as une autre pratique, ou alors ce sera tout pour toi pour aujourd'hui ? Est-ce que t'as écoute, je me suis rattrapé parce que comme Loïc, je faisais partie du jury France Culture cinéma. Je me suis rattrapé Garçon chiffon. Oui. Et écoute, j'ai passé un plutôt bon moment. J'avais eu de très mauvais retours de la part de notre acolyte. Et finalement, écoute, même si qu'on salue évidemment. Même si je suis d'accord avec lui que on sait pas trop jusqu'où l'histoire veut nous amener et que ça se perd un petit peu, moi j'étais quand même bien attaché au personnage et ça m'a... Est-ce que t'as vu la série 10% après ? Non, je l'ai toujours pas vu cette série. Peut-être que ça joue aussi parce que d'après Loïc c'était quand même un truc assez... ça jouait pas mal aussi avec les personnages de 10% et que c'était plutôt accentué.
et que justement c'était un peu écœurant pour lui, si j'avais bien compris. De toute façon, il nous dira. Ah, que ça faisait un peu redite. Ouais, apparemment, hein, de ce que j'ai compris. Mais ouais, ça, peut-être que le point de vue change et tu reviendras, Pierre, si un jour tu vois 10% pour nous raconter. Que peut-être, à mon avis, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont vu Garçon Chiffon après avoir vu 10% ou... Ouais, c'est un point de vue intéressant. Bon, très bien. Je passe la parole à notre animateur préféré après moi, Clément. Quels sont tes... Après Diffoul et Sébastien Coé. Moi, comme toujours, je continue tranquillement ma petite série Modern Family. Ensuite, là, j'ai commencé En Thérapie, la série proposée par Arte avec... bien. Produite par Toledano et Nakash. J'ai vu que les 4 premiers épisodes, donc c'est assez. J'ai une maigre idée de l'idée, du projet général de la série, même si c'est vraiment très sympa. Et ensuite, niveau film, j'ai vu L'Homme de Rio, de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Très 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 bon film. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, même si on va reconnaître quand même qu'il a assez mal vieilli, notamment au niveau du traitement du personnage féminin qui est joué par Françoise d'Orléac, qui est la sœur de Catherine Deneuve dans Les Parapluies de Cherbourg, c'est ça ? Non, Les Demoiselles de Rochefort. Oui. Ouais, l'autre film, Une chance sur deux. Où là, dans le film avec Belmondo, elle a vraiment un rôle de casse-couille, vraiment c'est ça, de casse-couille niaise qui sert à rien sauf à embêter le personnage principal, mais bon, c'était un autre temps, on va dire. Et quelle année 64, donc 64. Belmondo justement était toujours vu comme un peu la figure de la nouvelle vague, et là justement c'est ce film apparemment qui a commencé à bien casser cette image là et qui l'a lancé dans cette icône de film populaire aussi, assez cascadeur. Ouais. Et justement, donc voilà, ce film a inspiré énormément Spielberg et George Lucas, surtout Spielberg, pour créer Indiana Jones. Donc on sent l'influence, parce que c'est un film d'aventure, vraiment, il doit trouver des statuettes à Rio de Janeiro. Et en fait, c'est aussi un portage quand même d'une aventure de Tintin, quoi. T'as même la statuette de l'oreille cassée au début du film. Enfin, t'as plein de petits clins d'œil. Mais très bon film d'aventure que je conseille. Il est disponible sur Amazon Prime, si jamais, voilà. Donc, ça fait recours en même temps, tu vois. Je fais d'une pierre deux coups. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que t'as vu cette semaine ? Écoute, de mon côté, une fois n'est pas coutume, ceux qui me connaissent savent que je le fais pas énormément, mais je suis allé traîner sur YouTube. Oh. Et je vais pas vous parler d'une chaîne YouTube ou quoi, mais je suis retombé sur des films que j'ai vus, notamment 2, sur les films d'un réalisateur qui s'appelle Djibril Diop Mambéty, qui est sénégalais. C'est un réalisateur, on va dire, du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle. Et en fait, le premier film, le film sur lequel je suis tombé, qui a fait l'effet d'une Madeleine de Proust un peu, ça s'appelle La petite vendeuse de soleil. Donc c'est un film qui se passe au Sénégal. C'est une jeune fille handicapée qui a donc 2 béquilles pour marcher. Qui en fait a toujours été habitué, je sais pas, doit avoir 10-15 ans, plutôt 10 je pense d'ailleurs, et qui a toujours été habitué à mendier, et un jour elle décide d'arrêter de mendier et de vendre des journaux dans les rues. Voilà, donc c'est un film bien sûr sur la condition de la femme, de la jeune femme au Sénégal dans les années 90, puisque le film est de 99, voilà. C'est vraiment ce film qui m'a fait me replonger dans les films qu'a fait Djibril Diop Mambéty, qui est un des réalisateurs phares du Sénégal et du continent africain, même s'il y en a d'autres. Hein. Et le deuxième film qui, je trouve, du coup, je suis tombé sur ce film, j'ai regardé, parce qu'en fait, La petite vendeuse de soleil, il dure, c'est un moyen métrage, il dure 45 minutes à peu près. Et j'ai recherché ensuite un autre film que j'adore, et que j'avais un peu oublié, s'appelle Touki Bouki. Là, c'est un film qui est plus ancien, qui est de 1973. C'est sur un jeune éleveur d'animaux
je crois que c'était des moutons ou des agneaux, quelque chose comme ça, qui vient en ville et il rencontre une jeune fille, une universitaire je crois que c'est à la capitale, à Dakar, et ils tombent amoureux tous les deux. Ils décident, c'est très beau, il y a des images qui passent, qui sont connues de ce film. Ils font un peu le tour du pays en moto, tous les deux sur une moto, et cette moto est très stylisée, très esthétisée même, et il y a des scènes d'amour au bord de la plage avec la moto garée qui est magnifique. Et je veux pas spoiler, mais la fin n'a jamais été autant d'actualité, puisqu'il est, si vous voulez, le film, je me rappelle, je l'avais vu quand j'étais un peu plus jeune, et déjà il y avait toutes les questions autour de l'immigration et de l'émigration. Et justement, en France, bien sûr, nous on parle d'immigration, mais un immigrant, avant d'être un immigrant, c'est un émigrant. C'est quelqu'un qui s'en va de son pays. Et nous, de notre point de vue en France, souvent, on a des films qui parlent ou des bouquins qui parlent de gens qui arrivent en France pour qui c'est la galère, bien sûr, qui ont des conditions de vie déplorables. Mais avant ça, il y a aussi le fait de devoir quitter sa famille et de devoir quitter ses attaches avec son pays sentimental ou national. Et c'est un film qui parle de ça. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous le conseille. Les 2 films sont disponibles sur YouTube. Vous tapez La Petite Vendeuse de Soleil. Ce film-là, je ne l'ai pas trouvé en français, mais c'est des films dont les dialogues sont... Voilà, on peut comprendre le film et l'histoire sans les dialogues. Mais par contre, Touki-Bouki, Toukibuki. On mettra les liens en description, ouais. C'est un film que j'ai trouvé doublé en français. Je crois que c'est du doublage après le tournage. Voilà. Je vous conseille vivement ces 2 films qui sont disponibles sur YouTube. Donc il faut vraiment saisir l'occasion. D'accord. Super. Mais, en parlant d'occasion... Oui. Non, vas-y, lance Clément. Non, mais j'allais dire, en parlant d'occasion, vu qu'on a la superbe... Enfin, c'est pas vraiment une occasion, c'est plutôt un objet neuf, un bel objet. On va un petit peu s'intéresser à Pierre. Toujours dans le compliment, dans la flatterie. C'est un objet sans rayures, sans attache, enfin sans accroche. On va essayer de pas le casser. Et... on va le polir plutôt, on va le polir. Oh, ouais, c'est ça. Et dans cette optique, on va un petit peu changer la nature de notre partie de présentation de l'invité, et on va faire ce que j'appelle un peu communément une interview flash, c'est-à-dire Pierre, je vais te poser des questions. Il y a des questions auxquelles tu pourras répondre très rapidement, puis des questions sur lesquelles on pourra rebondir. Ouais. Un petit peu à la manière des interviews qu'on voit par exemple parfois sur Facebook sur certaines pages. Donc je commence avec notre première question. Très bien, je suis chaud. C'est parti. Eh bien écoute Pierre, je vais te demander une question très difficile. Tu es né où et quand ? Alors je suis né à Périgueux, chef-lieu de la Dordogne, le 18 mai 1998, et j'ai vécu après ma tendre enfance à Saint-Martin-de-Ribérac, voilà, dans le même département. Dans le même département, tu vois, on apprend quelque chose. Tu es majeur. Je pensais abuser de toi, et ça va être plus facile. C'est ma majorité sexuelle. Ouais. Très bien. Bah écoute, désolé, je suis un peu vieux. non. Bon alors, deuxième question. Quelles sont tes origines ? Est-ce que tu as des origines ? Alors, j'ai beaucoup de sang périgourdin, un peu de sang breton, et encore moins de sang italien, tout petit peu. Le mec, il y a de la graisse d'oie et du beurre dans les veines, quoi. Ouais, c'est ça, peu de tout. Tout pour prendre du gras. Et mais comme l'origine que je trouve la plus stylée, c'est l'origine italienne, c'est celle que je cite la plupart du temps en premier. Surtout que, grâce au patriarcat, mon nom garde l'origine italienne alors que c'est un tout petit peu de sang. Ouais. Voilà. Du coup, ouais, c'est ça. Si tu faisais quand t'étais gamin des repas avec les 2 familles, c'était spaghetti bolo et en dessert un kouign-amann. Ah ouais, après t'allais faire la sieste et en avant Guingamp, quoi. Ok. Bon alors, prochaine question. Quel personnage voulais-tu être quand tu étais petit ? Alors, je pense quand j'étais petit, j'étais un grand lecteur de Picsou.
Et donc je pense que, n'en déplaise à mes convictions gauchistes, je pense que je voulais être Picsou et faire l'aventure et chercher des trésors comme lui. C'est intéressant, c'est ce que tu dis. T'as lu les Picsou de Don Rosa ? Ah bien sûr, voilà. C'est la Madeleine de Proust ultime. Ouais, mais tu vois, j'aime bien le Picsou de Don Rosa parce qu'il est pas tant de droite, tu vois. Il n'attache pas tant de valeur. Enfin, ça c'est la valeur l'humanise, sentimentale. Ouais. La pièce, c'est pas la valeur, c'est le souvenir qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Le labeur qu'il a dû faire pour l'obtenir. Ouais. Là, t'es le Picsou de Don Rosa. Bah oui, en plus, c'est les meilleures aventures. Donc, Ah bah oui, de loin. Le Picsou de Don Rosa, c'est quand il était dans le Klondike, là. Ouais, exactement. Ouais, entre autres. Bah, il a fait toute sa jeunesse, il est parti un peu partout autour du monde. Mais ouais, le Klondike, c'est là où il est devenu riche. Ouais. Très bien. Alors, prochaine question. Ton premier coup de cœur ciné. Donc là, je précise, c'est le premier film qui t'a marqué dans une salle de cinéma. Hein. Alors, voilà. C'était pas une salle, c'était une projection plein air. Mais du coup, c'était Harry Bérac d'ailleurs. C'était Pirates des Caraïbes 2. Voilà. Parce que quand j'étais enfant, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, j'étais absolument fan de ces films. Et voilà. Voir la suite du 1, c'était un événement, quoi. Genre, voilà, mais ces films, c'était des giga-films. Enfin, vraiment, à l'époque, c'était quand même des budgets colossaux, tout ça. Enfin, Pirates des Caraïbes 3, c'était le film le plus cher de l'industrie pendant un petit moment aussi. Enfin, non, mais je me souviens qu'ils avaient tourné les deux en même temps. Et alors, l'attente entre le 2 et le 3 était impossible, quoi. Genre, j'étais surexcité, quoi. Mais t'avais vu le premier au Cinoche ou pas ? Non, j'avais vu le premier, on me l'avait filé en cassette. Non, j'étais un petit peu jeune pour aller le voir au cinéma, je pense, le premier. En cassette à l'ancienne. Bah, bien sûr, on a connu ça encore. On est les derniers à avoir connu ça. Oh, putain, on est des dinosaures, quoi. On n'a pas 25 ans, on est déjà des vieux. Déjà des boomers. Moi, je me rappelle, j'ai eu en cadeau le DVD de Pirates des Caraïbes. Moi, c'était DVD. Pour ma fête, oui, je reçois des cadeaux pour ma fête. Je suis ce genre de mec pourri gâté. Et voilà. Mais c'était un beau coffret. Je sais pas où est-ce qu'il est. Bon, écoutez, prochaine question. Là, une question un petit peu plus intime, Pierre. Je sais pas si t'as l'habitude de t'épancher ou pas. Le film devant lequel tu as vécu ton plus beau flirt. Oui, malheureusement, il n'y en a pas eu tant de ça au cinéma. J'ai pas énormément de choix, mais du coup j'avais vécu un très beau flirt devant Wolverine à l'époque. Le premier ? Oui, non mais enfin non pas le X-Men's Origins, hein, c'était celui un peu post-apo là. Ah oui, Old Man Logan. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Ah oui. Très bien. Voilà. T'es jeune, parce que Mortel, c'est. Voilà. Ok, Logan, très bien. Écoute. Un film tranchant, quoi. Oui, allez, prochaine question. Le film classique que tu es content d'avoir vu au ciné, c'est-à-dire un film qui est sorti il y a plusieurs années, qui est vraiment important, mais que normalement, que les cinémas repassent et que tu es content d'avoir vu. Ouais, c'est un des premiers films de ce type que j'ai vu au cinéma. Je pense que c'était La Mouche, qu'on avait vu donc en classe là pendant. On y avait été amené par notre professeur d'option cinéma. C'était un ciné-goûter d'ailleurs. Oui, c'est ça. avec un vieux reblochon qui avait traîné dehors, putain. Tu sais. Et voilà, La Mouche. Je me souviens que moi j'avais beaucoup aimé tout ça, mais il y avait quelques cadors là de la classe qui se la racontaient un peu, qui étaient un peu blancs en sortant. Ça m'avait bien fait rire, ouais. Il fait toujours de l'effet. Hein. D'autant plus au cinéma, c'était incroyable. Waouh. Et donc t'étais en seconde. Ouais, c'était en seconde. À peu près. En seconde. Je crois pour nos auditeurs, j'étais dans la promotion précédente. On était dans le même lycée avec Pierre et on était allé le voir aussi. Je ne me rappelle plus si c'était au cinéma ou si c'était en classe. Voilà. Ça avait choqué, enfin pas choqué, mais ça avait marqué beaucoup de monde. Je sais pas si ça avait choqué beaucoup de gens. Ouais, tu vois, t'es pas le seul, je pense, Enfin, ça a touché beaucoup de gens. Alors, prochaine question qui est un petit peu... voilà, c'est une question tirée par les cheveux, mais bon, je pense que ça va être intéressant. Si tu étais un ou une artiste connue, qui serais-tu ? Alors déjà, je pense que j'éviterais d'être un artiste qui est trop sur le devant de la scène, donc... j'exite tous les mecs très connus en musique ou choses comme ça.
Donc je pense que j'aimerais bien être un petit auteur de BD, ma foi talentueux dans son coin. Donc je dirais, je sais pas, au hasard, Charles Burns ou Jacques Tardy. Mes maîtres, quoi. Voilà, les gens que j'admire. Ouais. Et puis voilà. Qui fait ses petits trucs dans son coin et que donc. les gens viennent pas trop emmerder, sauf pendant les festivals. Ils sont déjà connus. Hein, des mecs qui vivent dans leur cave, quoi. De quoi ? J'ai pas entendu, Clément. Non, je disais, ils sont quand même déjà assez connus. Oui, je prends des gens, quand même reconnus et mais admirés. c'est pas des rockstars, oui, quoi. C'est vrai. Enfin, dans le milieu aussi, mais... Ouais, c'est ça, ok. D'accord, très bien. Alors, une question ensuite. D'ailleurs, je pense que je vais leur rallonger parce que on sait... c'est pour aussi te présenter aux spectateurs, aux spectateurs carrément. Aux auditeurs, t'as vécu à Bordeaux, t'as vécu à Angoulême, mais tu as aussi vécu à Cannes. Donc en fait, je vais te poser la question, plutôt Cannes, Bordeaux ou Angoulême ? Alors, c'est des villes très différentes. Alors, après, tu peux... Ouais, voilà, tu peux... t'es pas obligé de choisir. Là, avec le recul, quand même, la ville qui me correspond le plus, je pense, c'est Angoulême. Parce que... Bon, c'est à mi-chemin entre... parce que Cannes, c'est vraiment une ville morte, quoi, quand t'es étudiant ou quand t'es jeune en général. Et Bordeaux, je trouve c'est un peu trop gros, un peu trop... voilà, donc le bon compromis, je pense, c'est Angoulême. Voilà. Très bien, c'est la vie dans laquelle tu vis actuellement. Donc, c'est ça, donc ça tombe bien. Tu es un homme heureux. Oui, ouais. William Scheller. Oui. Justement, en parlant de musique, j'ai une question de merde. Vraiment, là, je revendique que c'est une question de merde, parce qu'on sait que tu es amateur de musique et de rock. Ouais. Donc, Pierre, AC/DC ou Rolling Stones ? Alors, allez, je vais me la jouer puriste, je dirais AC/DC, mais période Bon Scott. Voilà. Ok. Bon, très bien, je sais pas, j'y connais rien, mais... Les connaisseurs, voilà. Ouais, ok. Clément, t'approuves ou pas ? Ouais. Honnêtement, mais t'es un enfoiré parce que tu sais que j'écoute ni l'un ni l'autre. Mais tu vois, j'aurais tendance quand même à dire AC/DC, mais période, Bon Jovi, ouais, c'est ça. Oui. Non, mais ouais. Non, mais je suis plus. Enfin, si j'ai écouté les deux, je suis plus AC/DC, honnêtement. Enfin, Rolling Stone, je suis pas très. Je suis hermétique. Ok. Non, moi pareil, je suis jamais rentré dedans, vraiment. Mais... Ah, ça c'est la vie privée, Pierre. Bref. Alors, qu'il est con. Prochaine question. Animé ou live action ? En termes d'adaptation de manga, c'est ça ? Qu'est-ce que je préfère Non, est-ce que tu préfères les films animés ou les films, tu sais, tournés avec une caméra Ouais, c'est une question de merde aussi. On aurait pu appeler ça interview flash merde. Mais bon. non. Il y en a qui étaient très bien, j'ai beaucoup aimé certaines. Non, je dirais... Allez, je vais dire... puisque je vais parler de dessins animés, je vais contrebalancer, je vais dire que je préfère les films live action. Allez. Ouais, d'accord, mais bon. Ouais. Voilà. Non, je revendique une fois de plus, je l'avoue, c'était une question de merde. Bon, pour finir sur un point peut-être plus positif ou plus intéressant, je sais que ça peut être quand même une torture dans tous les cas, mais quel film pourrais-tu revoir une fois par semaine pendant 1 an ? Ouais, c'est bien de la torture, ça. Même si... je te laisse parler, vas-y. Moi, le petit film que je revois très régulièrement, un peu dans les froides de soirées d'hiver ou quand je suis un peu mélancolique, c'est Inside Llewyn Davis des frères Cohen. Donc voilà, je pense que ça pourrait être lui. Mais malheureusement, je pense que ça m'en dégoûterait très vite et j'aurais pas envie. Mais voilà. Oui, c'est un peu c'est ça. C'est un film qui m'avait beaucoup marqué au cinéma quand je l'avais vu. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, je suis un peu branché musique et du coup cinéma, donc la réunion des deux, ça m'avait vraiment bien plu et depuis c'est un de mes films préférés. Donc voilà. Est-ce que ce film tu le vois pas une fois par jour pendant tous les jours, puisque c'est un peu ton autobiographie quand même. Ah, j'osais pas le dire parce que quand même je vais pas me comparer à ce bellâtre d'Oscar Isaac, mais c'est vrai que je me suis un peu identifié à 15 cm de cheveux c'est bon, hein. Mais bon, je suis plus le sosie de Vincent Lacoste que de Oscar Isaac. Ouais, c'est vrai. Oh, ouais.
On verra parce que on verra peut-être que on sait pas encore quelle quels seront les dessins que nous fera Loïc, notre beau dessinateur. Mais est-ce qu'il va te voir plus J'ai sous hâte, l'angle j'ai hâte. Est-ce qu'il va te voir plus sous l'angle Oscar Isaac ou Vincent Lacoste? On verra. Mais par contre, elle est vachement intéressante ta question, Guillaume. Toi, t'aurais répondu quoi Oh putain, j'y ai pas pensé. Alors là, mon pote, quel film tu pourrais voir? La cambrioleuse avec Clara. Je savais que t'allais dire ça. Putain, j'aurais dû parier. Tu savais que t'allais dire ça, c'est pour ça que tu me poses la Quel question. Hein. Non, mais je m'en doutais que t'allais dire une connerie comme ça quand t'as dit je sais pas. Donc, Une fois par semaine, c'est le temps de recharger les batteries, quoi. ouais. Mais toi, tu Ouais. le regardes plus en fractionné, je pense. Mais... Ouais, c'est ça. Allez, c'est bon. On est quand même dans une émission sérieuse à la base. Ouais, donc, c'est vrai. Allez, nouvelle rubrique. Nouvelle rubrique. Donc pour cette nouvelle rubrique, Pierre, c'est notre petite rubrique Zoom de l'invité. On rappelle le principe, c'est une rubrique dans laquelle l'invité parle d'un film dont il pense il fait partie de l'histoire du cinéma, mais qui est trop peu connu en fait. Voilà. Donc je te laisse la parole, Pierre, et après on rebondira. Ok. Oui, donc je suis venu vous parler d'un film qui s'appelle Belladonna of Sadness. Donc c'est un film d'animation érotique japonais, donc qui est sorti en 73, qui est considéré donc pour l'histoire du cinéma comme un des premiers films érotiques en dessin animé japonais. Voilà. Et donc rapidement l'histoire ça se passe dans un espèce de village européen médiéval où il y a une jeune femme donc qui s'appelle Jeanne qui est violée par le comte du village et qui pour se venger pour lutter contre ce mauvais sort va faire un pacte avec le diable et recevoir des pouvoirs de sorcière en fait. C'est adapté d'un essai de Michelet qui s'appelle La sorcière. Donc voilà. Donc c'est intéressant parce que Michelet c'est un auteur français et que du coup c'est une adaptation libre japonaise d'un écrit romantique, voilà. Et du coup elle va un peu se liguer contre donc le comte, etc. Elle va créer une espèce de société parallèle. Donc années 70 oblige, voilà, avec un peu la libération sexuelle, des couleurs de partout, enfin ça arrête pas. Bon là, je vous dis pas la fin, mais bon ça, voilà, la révolte est un peu matée quoi, on va dire. Et ce qui est intéressant surtout dans ce film, c'est que esthétiquement c'est un objet hyper particulier parce que nous on est habitué à des films d'animation qui sont totalement animé, quoi, où le mouvement il va essayer de se rapprocher le plus possible du réel. Et là en fait ils ont fait le choix un peu par manque de thunes, mais aussi par ils l'ont transformé en choix plastique quoi. Ils ont choisi de faire vraiment de filmer des panneaux fixes en fait, des planches de dessin, et après c'est plutôt la caméra qui va naviguer dedans et créer du mouvement à partir de dessins fixes. Donc c'est des dessins fixes montés entre eux. Et après, c'est plutôt parfois le son qui va créer du lien, un peu de vie entre les dessins. Mais voilà, c'est très bizarre parce que ça repousse un peu la limite de ce qu'on appelle l'animation, quoi, du coup. Voilà. Justement, du coup, on a vu le film. Enfin, Guillaume, t'as vu le film, oui, du coup. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. On fait notre travail sérieusement, monsieur. C'est bien, les gars, c'est bien. Ouais, il y en a un des deux qui fait le boulot. On dira pas qui. Voilà. On laisse les gens débattre en commentaire. Est-ce que j'ai vu tous les films Je sais pas. Ouais, du coup, non, mais en vrai, pourquoi en fait t'as choisi ce film-là, Pierre ? Déjà, je te dis, c'est une claque. Une claque. C'est un gros truc esthétique, quoi. C'est vraiment que j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait. C'est hyper radical dans la manière de faire de l'animation, quoi. Et déjà les dessins sont somptueux, c'est très inspiré par l'Art Nouveau, Klimt, etc. Donc déjà, c'était très beau, quoi. Et c'est ça, c'est se dire ça sert peut-être à rien parfois d'animer à 100% comme Disney
ou Pixar, les trucs qu'on a été habitué à voir en masse, quoi. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, un objet comme ça, un espèce d'ovni cinématographique, hyper séduisant, quoi. Du coup. Moi, ouais, je trouve que ce que tu dis, c'est sensé. Et moi, je pense que j'ai apprécié ce film parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vu un film d'animation au sens où les images se succèdent en créant un récit. Enfin, pas de la même manière des films qu'on voit actuellement. J'ai plus vu ça comme, et en fait, j'ai pas mis les mots sur ça, mais maintenant que tu le dis dans la technique, c'est vrai que c'est plus une caméra qui circule sur des images, si tu veux. Et t'as l'impression que, au final, le mouvement, donc le récit, est créé autant par la caméra qui bouge que par les images. En fait, t'as l'impression que c'est le point de vue qui bouge plutôt que les images qui bougent et qui font changer de point de vue. Enfin, je sais pas si c'est censé ce que je dis. Non, mais c'est au ça. Final, je pense que ça aurait pu être un film qui m'aurait pas touché, mais en fait, je me suis dit, et en fait, de toute façon, j'avais été prévenu avant, puisque c'est un peu un film dont on parle souvent avec mes amis. Et je me suis dit, fais gaffe quand même, parce que là, ça va peut-être être différent, quoi. Donc je me suis préparé avant. Et c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié. On t'avait prévenu, on t'avait parlé du film avant, on t'avait prévenu que ce serait peut-être un peu déroutant, c'est ça ? Ah bah oui, je dis mes amis, mais je parlais de vous, je parlais de Loïc et toi surtout, parce que vous y connaissez plus en animé que moi, et j'ai bien vu, en plus, quand tu tapes Belladonna of Sadness sur internet, tu vois des images et tu vois par exemple que le cadre est parfois pas rempli, alors que j'ai l'impression de ce que moi je vois en animé, après voilà, que le cadre est souvent plus rempli que ça, donc je me suis dit putain, ça va être déroutant. Et moi, ce que je voulais te poser comme question, Pierre, peut-être que tu connais pas la réponse, mais est-ce que du coup, tu m'as donné à peu près à moitié la réponse déjà. Le film, la production artistique en tant que telle, l'œuvre qu'on voit, a été impactée par le manque de moyens, de temps, Alors, il y a tout un contexte autour. En fait, ce film, il n'est pas isolé dans sa production. Il y a 2 autres films avant qui forment une espèce de trilogie qu'on appelle donc les animés Rama. Et ça a été produit par un studio qui s'appelle Mushi Productions, qui a été fondé par Tezuka. Donc le mec qui est à l'origine d'Astro Boy et du Roi Léo. Et en fait, il voulait faire ce studio pour avoir un espace où créer des œuvres un peu plus expérimentales dans l'animation, un peu hors des cadres des productions nippones de l'époque, quoi. Et donc, à la fin de la production de Belladonna, peu après, le studio s'est cassé la gueule. Voilà. Il a fait banqueroute. Mais voilà, donc c'est resté 3 petites tentatives. Alors j'en ai vu que 1 sur les 2. J'ai vu donc l'autre qui s'appelle Cléopâtre. Et l'autre, c'est celui d'avant, c'est Les Mille et une Nuits. Donc encore une fois, c'est des adaptations de trucs occidentaux, en fait. C'est ça qui est marrant aussi, c'est le regard des Japonais sur notre culture à nous, quoi. Ça, c'est intéressant. Et Cléopâtre, c'est marrant parce que c'est beaucoup moins radical que Belladonna. C'est animé à 100%, etc. Sauf la première séquence qui est très bizarre où, pareil, ils se sont amusés. Ils ont filmé des acteurs, donc en live action, et ils ont collé des têtes animées sur leur silhouette, quoi. Donc ça fait un mélange hyper chelou. En plus, ça démarre, le film s'appelle Cléopâtre, ça démarre dans l'espace avec une équipe de scientifiques dans un vaisseau spatial qui cherche à comprendre pourquoi il y a une invasion alien qui s'appelle l'opération Cléopâtre, et du coup ils remontent dans le temps. Voilà, bien sûr. Donc bon, j'ai trop envie de le voir maintenant, tu vois. Ça vaut le détour, c'est assez rigolo et c'est assez fidèle historiquement. En plus, ça qui est drôle. Voilà. Du coup, les 3 films, ils se succèdent là dans le temps, tu sais quand ils ont été... Ouais, c'est Mille et une Nuits, c'est 69, Cléopâtre, c'est 70, et t'as vu, j'ai fait des petites notes. Hein. Et Belladonna, c'est 73. Ok. Donc, voilà. D'accord. Donc on est en plein années 70, quoi. Et ça se voit d'ailleurs dans le film, hein, je l'ai pas dit, mais c'est à fond
à fond ces époques-là, quoi, dans la musique, Bien sûr. les couleurs. C'est marrant parce que je vois vu que le film se passe en France, alors peut-être que c'est que moi, mais justement le personnage de Jeanne, moi je trouve qu'elle a vraiment des airs un peu de Brigitte Bardot, tu sais. C'est peut-être que moi, mais on sent aussi l'influence française actuelle. Ouais. Bah, c'est possible parce que alors j'ai lu à côté qu'il s'était inspiré de Belmondo pour faire un des personnages des Mille et une Nuits. Évidemment. Donc c'est pas impossible qu'ils aient chopé ce genre de référence. Un peu de Deneuve, Bardot. Je sais pas. Après c'est comment, c'est de l'interprétation. Aussi peut-être là j'aimais aussi des hypothèses. De toute façon là hors culture, mais vraiment dans les relations des deux pays. Souvent, il y a des grandes figures comme ça qui sont rattrapées par la culture japonaise. Je pense à Jean Reno, qui est une star au Japon. Faudrait voir si peut-être Belmondo ou Bardot ou Deneuve ont été une façade et des choses pour représenter la France au Japon. Et ça amène à la question suivante, parce que moi, qui n'y connais pas grand-chose, mais je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, putain, si je devais expliquer à quelqu'un que cette œuvre est japonaise, tu vois, ce serait compliqué, parce que je me suis dit, moi j'ai pas les clés forcément pour... moi quand je vois ça pourrait très bien être réalisé par un Français, mais là je me trompe évidemment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi je suis pas expert là-dedans non plus, faudrait... à la limite réinviter Loïc pour lui poser cette question, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a peut-être le personnage du diable Zizi, je pense que ça c'est de l'humour japonais, ça. Parce qu'il y a un diable Zizi dans l'histoire. Oui. Voilà, pour vous donner envie. Mais ça, je pense que c'est typiquement japonais. Après, c'est peut-être des clichés que je dis, mais c'est vrai que il y a un mix très bizarre. Avec la dernière image, on l'a pas dit, c'est quand même la liberté qui dans le peuple de Delacroix, quand même, c'est la dernière image du film. Cocorico. Oui, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, une fois de plus, je veux pas me tromper, mais Marianne, est-ce que Bardot, elle avait été modèle pour faire Marianne? Ah oui, c'est vrai. Oui. Et puis il y a Jeanne, bien sûr. Jeanne dans la culture médiévale, c'est Jeanne, au secours, Jeanne d'Arc. Oui, c'est vrai. Bon, on vous samplera ce que je viens de dire, la Jeanne au secours, et on vous l'enverra, ça sera intéressant. Bref. Et toi, Clément, qu'est-ce que t'en as pensé du coup je crois que t'as pas réagi dessus. Non, en vrai, c'était, c'est comme on en avait parlé un petit peu il y a pas longtemps avec toi, Pierre. Comme j'ai dit, c'est un film qui est hyper intéressant, je pense aussi, notamment pour les étudiants en animation, parce que je trouve qu'il y a t'arrives à voir la décomposition de l'animation et comment aussi raconter une histoire sans forcément animer, ce qui est très intéressant. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que quand je voyais le film, je voyais aussi le processus de création. Les scènes quand elles sont animées sont vraiment très belles. Je pense notamment à une scène où Jeanne ne fait qu'un avec la nature, ou même une des scènes où elle est avec Jean, ils se retrouvent et qui font l'amour. Tu sais, c'était comme un peu comme une peinture à l'huile, tu sais, qui s'efface et qui se repeint. Tu sais, ça fait une animation vraiment expérimentale et qui est vraiment très belle. Mais je suis pas rentré dedans en fait. Malheureusement, j'étais hermétique à l'histoire. Par contre, justement. Après, je tiens à dire que alors ça va faire très bizarre, hors contexte, mais la scène justement où Jeanne se fait violer, c'est vraiment une scène qui est super bien faite. Enfin, vraiment, c'est à la fois très simple et tellement évocatrice. Enfin, je veux dire, elle est marquante. C'est glaçant, c'est waouh. Ouais. C'est ça, c'est à la fois, c'est un truc qui est hyper marquant, c'est quand même choquant, mais sans être brutal en fait. Enfin, c'est très bizarre à expliquer. C'est vrai, j'avais très peur de cette scène justement, étant donné que c'est un film érotique. J'avais vraiment peur parce que ça pouvait être fait de plein de façons maladroites, surtout à l'époque quoi. Et finalement c'est une scène qui est superbement bien faite, et avec le manque de budget, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à la réussir quoi. C'est très beau ce que j'ai dit. Ils ont vraiment réussi à le faire de manière très évoquante quoi. Ouais, non, je suis d'accord. C'est très...
Moi, ce que j'avais trouvé intéressant aussi, c'est bien sûr, il y a l'animation. Donc l'animation, ça, il y a la peinture. On est obligé de penser à la peinture, comme tu l'as dit, Pierre. Bien sûr, au cinéma, bien sûr, au dessin, à l'animation. Et aussi, il y a beaucoup. Enfin, je trouve que la mode, enfin, comment les personnages sont fringués Ouais. ou pas fringués ou dévêtus. Je trouve ça vachement intéressant. Il y a une diversité dans les habits des personnages, dans les accessoires. Là, tu vois, je me remets des petites images. Il y a des parapluies, tu sais, parfois des espèces de cierges, des espèces de Ouais, je sceptres, vois ce que tu veux etc. dire, ouais. L'espèce d'assemblée du conte, là, c'est hyper Ouais. bariolé. Il y a plein de personnages avec des tronches et des habits différents. Ouais, c'est hyper riche. Puis au niveau des couleurs, Clément, il en parlait. T'as l'impression parfois, et ça, peut-être que ça s'explique par la technique utilisée. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui a été dessiné ou peint et qu'on a laissé sécher ça, une espèce d'aquarelle, et après qu'on a Ouais. remouillé un peu pour modifier. Tu vois, t'as des espèces d'aplats sur les images où c'est très sombre, et puis t'as l'impression que c'est dégradé. Mais oui, il Je y a sais une pas, technique, l'aquarelle, un truc comme ça sur certaines séquences. Enfin, après, il y a plein de types de dessins Ouais. différents. Il y a plein de C'est ça types qui de est dessins, ouais. hyper intéressant aussi. Tu vois, ça, Mais ouais. mon œil à moi n'est pas. Tu vois, j'aurais pas pu dire. Enfin, remarque maintenant que je regarde, tu vois, j'ai les images sous les yeux. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'en as, ça fait vraiment aquarelle, et t'en as, ça fait vraiment animé, comme on le voit Plus classique, souvent, ouais. classique, ouais. C'est vrai que ça aussi, Mm. ça m'avait marqué, c'est qu'on voyait même les coups de feutre ou de pinceau ou de crayon sur certaines images. Oui, c'est ça. C'est C'est Oui, ça. oui. Oui, il cherche pas à cacher en fait le geste du dessinateur, quoi. Il y a un côté Ouais. un peu voilà, brut, quoi, là-dedans. Même si c'est très beau, tu vois. et c'est Ouais, très c'est esthétique à la fois, c'est ça qui est. Ouais. Putain, plus j'en Et, parle, plus j'aime le film là, les gars. Ah bah tu vois. Ouais, Bah, c'est souvent le cas, ça me fait pareil avec moi. Des fois, je vois des trucs que je déteste et après, on en parle. Et ce que je voulais savoir aussi, je sais pas si quelqu'un sait, mais est-ce que vous savez si le film est sorti en France tout de suite, ou s'il a mis plusieurs années à je être sais- exporté? Ah, pardon. Ça a Ouais. été hyper confidentiel, je crois, la sortie en France. C'est 2016. Il a ouais, il a été 2013. remasterisé et il est sorti en coffret DVD, etc. Donc ça l'a rendu accessible, mais à sa sortie, il a été sélectionné au Festival de Berlin quand même. Donc il avait un peu pénétré les territoires européens, mais ouais, ça n'avait pas été du tout. Il est Du pas tout sorti au sorti, cinéma en France, je croyais, parce que je croyais c'est Eurozoom qui a Eurozoom bien sûr, les frères, c'est ceux qui importent un peu tout la Japanimation. Oui, oui. J'aime pas bah, trop ce terme, qui apporte la Japanimation en France, et donc Eurozoom avait fait justement a rendu accessible ce film en 4K, je crois. Mais je crois qu'il Mais était oui, je crois sorti qu'il y a au eu, cinéma. il y a eu une ressortie ciné en même moment, ouais, je crois. Ouais, c'était peut-être peut-être en cinéma fermé, parce que Eurozoom a commencé à être un peu dans les circuits de cinéma un peu plus élargi depuis quelques temps, mais pas à cette époque, je pense, peut-être. Ce que j'aurais aimé savoir, tu vois, c'est est-ce que le film a été reconnu par le public Ah oui. sur le tard, ou alors vraiment quand il est sorti, parce qu'au Bah, final il a fait c'est un intéressant four parce au que départ. Donc, ça parle d'un mythe français, hmm. enfin d'un mythe, ça part d'une œuvre française qui parle, si le personnage de Belladonna représente en quelque sorte Marianne, c'est sur la France, et du coup c'est intéressant de voir quel retour il y a eu en France. Tu disais quelque chose, Pierre? Oui, je disais qu'à sa sortie au Japon comme à l'international, il avait fait un beat, quoi. Donc il a été Ouais. reconnu comme œuvre culte un peu petit à petit, année après année, dans certaines niches, quoi. Enfin, voilà. Et puis je Chez pense les que spécialistes. je pense que de toute façon en France, s'il était sorti à l'époque, malheureusement l'animation japonaise c'était un truc très très mal vu Ouais. jusqu'à la fin des années. Enfin, Ouais. jusqu'à la fin des années Ouais, 80, même 90, c'était l'animation japonaise, c'était les programmes qui passaient à la télé, qui coûtaient pas cher et qui abrutissaient les enfants. Donc malheureusement, Oui. je pense pas qu'il aurait fait beaucoup Puis d'entrées, quoi.
Puis c'était vraiment pas le type d'animation japonaise qu'on a importé au début, quoi. Ouais, c'est clair. J'imagine pas la réaction du public dans les années 90, on avait eu Belladonna sur les écrans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Un peu bizarre. Ouais. Bon, écoutez, à part si vous avez quelque chose à rajouter, je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. Aïe, Allez. ouais. Clément, comme d'habitude, je te laisse la parole, mon chéri. Ouais, alors à la rescousse, alors là Pierre est pas au courant d'ailleurs du film que j'ai choisi, donc Ouais, j'espère. alors comme d'habitude, j'ai sélectionné sur Sens Critique, j'ai essayé de prendre un film d'animation pour être d'accord avec toi. Super. Un film d'animation, alors c'est pas vraiment du coup un film animé, il a 3,8 sur Sens Critique, voilà. Oh, jolie moyenne. Il date de 2004, il y a Bill Murray au casting, on va parler de Garfield, le film. Ah, wow. Ah ouais. Putain, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Ouais. D'accord. Ok. Alors, je tiens juste à dire, j'ai poncé le DVD quand j'étais petit, mais juste parce que on va évoquer les raisons après. Donc, en plus, c'est un peu lié à toi, Pierre, étant donné que Garfield, bien sûr, c'est l'adaptation des comic strips de Jim Davis, qui est aussi producteur du film. Donc, il sera réalisé par Peter Hewitt, qui a fait entre autres le premier Bill et Ted. Avec Keanu Reeves, c'était une histoire de débile qui voyage dans le temps. Ça avait fait c'était plutôt connu aux États-Unis. Il y a eu 2 suites. Il y a une 3e suite qui va arriver l'année prochaine, je crois. Et il a fait aussi le 5e film de la série des Home Alone, des Maman j'ai raté l'avion, des Maman j'ai raté patati patata. Ah ouais. Voilà. Si jamais il est sorti directement en téléfilm, il est passé sur Teva et TMC le 26 décembre 2019. Voilà. D'accord. C'est tout ce qu'on sait du film. C'est tout. Je savais même pas qu'il y en avait eu 5, quoi. Pardon ? Il y en a eu 5 Home Alone ? C'est une série en fait. C'est Ah pas oui, avec ok. le même acteur. Je crois qu'il y a eu 2 suites avec le même acteur. Et Ah ensuite, il y oui, avait, d'accord. Moi j'en ai vu un, c'est Maman, je m'occupe des méchants. Enfin bon, bref. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça à peu près. Ah ouais. C'est la même trempe. On revient sur Garfield du coup. Ouais. L'histoire elle tient en 2 lignes en gros. C'est là qu'on voit à quel point c'est débile parfois d'adapter des comic strips, c'est-à-dire des trucs qui ont littéralement 4 cases et qu'il n'y a pas vraiment d'histoire à suivre. On suit juste le quotidien de Garfield, un gros chat qui aime les lasagnes et qui doit juste cohabiter avec un chien adopté par son maître John. Et vu que Garfield, c'est bien connu, c'est une grosse enflure, il a viré le chien de la maison, alors que le chien, en gros, il a rien demandé, quoi. Il est même pas méchant, il a rien fait à Garfield, et finalement, vu qu'il est perdu, il doit le retrouver. Et voilà, Garfield, finalement, il est pas si méchant, il a quand même des côtés sympathiques, et il va faire ami avec Odile. Voilà, donc ouais, c'est pas étonnant que le film ait une mauvaise note. L'histoire est totalement fade. Il y a, le scénario est vide, les gags sont pas drôles, ça reste du pipi caca. Il y a aucun enjeu, tout est grossier. Je pense que vous l'avez vu le film. Ouais, bien sûr. Oui. Et vous avez un bon souvenir du film? Bof. Ouais, voilà. Pas un Non, grand mais voilà, souvenir, justement. Non, mais si je voulais parler du film, en fait, c'était surtout, encore une fois, pour le contexte de production que je trouve qui est plus marrant que le film, en fait. Après, bon, quand même, j'ai essayé, avant de parler de tout ça, je vais quand même essayer de trouver des points positifs. Malgré le fait qu'il soit sorti en 2004, je trouve que les effets spéciaux de Garfield sont quand même vachement bien foutus. Mhm. Si on compare à Sonic le film par exemple, où il y a quelqu'un, une bête animée en 3D qui interagit avec de vrais acteurs. Je trouve que le film a bien vieilli au niveau des effets spéciaux, et même je trouve qu'ils ont bien réussi à porter un chat cartoonesque comme ça en réel. Tu vois, je trouve qu'il fait vraiment chat mais cartoonesque à la fois. Et bon, quand même faut avouer que au niveau de la VFX, des effets spéciaux, ils ont géré. Mais après, bon, le reste, tout est à jeter, quoi. Et Bill Murray là-dedans, est-ce qu'il c'est juste un nom sur l'affiche, ou est-ce que... Ouais. Alors justement, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que Bill Murray a accepté de jouer dans Garfield. Alors les gars, quand je l'ai découvert, c'est très simple. Au scénario, il y a une personne qui s'appelle Joel Cohen. Oh putain. Et Bill Murray, en fait, a eu le scénario, il l'a lu, il a dit c'est Joel Cohen. Enfin, il a même pas lu, il a dit c'est Joel Cohen. Ah ouais, signe c'est pas direct.
pour les deux films. Oh non. Sauf que c'est un autre Joel Cohen. Oh non. Enculé. Oh là là. Et donc voilà pourquoi il y a Bill Murray au casting de Garfield 1 et 2. C'est que le mec a vu Joel Cohen, il a foncé quoi. Et Quand il a signé pour le 2, il s'est dit ça y est, cette fois c'est le vrai Joel Cohen ou quoi? Non, il a signé pour les deux, d'un Ouais. coup quoi, il s'est engagé sur le contrat à faire les deux. Ouais. Terrible. Et voilà quoi, donc finalement c'est un peu le mec qui a aidé à la promo du film. Résultat, Bill Murray n'a toujours pas tourné pour un des frères Cohen. Ouais, résultat c'est ça. Mais c'est peut-être le troisième jumeau, c'est un autre Joel peut-être encore, je sais pas. Et justement, je parlais de Sonic le film là il y a pas longtemps, et pour le rôle principal, ça a failli être Jim Carrey qui faisait le maître John. Du coup, il y a aussi Jennifer Love Hewitt qui joue le love interest de John là, qui s'appelle Liz. Et justement, j'ai découvert qu'en VF, c'était Virginie Efira qui faisait sa VF. Ah ouais. Et Ok. justement, donc pour Garfield en VF, c'était Sébastien Coé. Oh, putain. Si on devait garder qu'un seul animateur, ce serait D'accord. lui, bien sûr. Coé. Et donc Coé, qui est pas du tout comédien, il avait juste fait la VF de Jack Black dans la VF de Rock Academy, pardon. Ah ouais. Et enfin vraiment, le mec est pas comédien, rien du tout. Et en fait, on comprend direct pourquoi ils ont choisi Coé. C'est déjà parce que c'était une star en vogue. Et comme Jack Black, il est gros, quoi. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. C'est juste ça. C'est pareil pour Garfield. Il est gros, donc on va mettre Coé. Ah mais putain, mais Et- j'aurais dû postuler. T'es con. Non, mais tu vois, c'est hyper étonnant parce qu'ils ont fait la promo, vu que c'était Coé qui faisait la voix de Garfield. Mais Virginie Efira, je l'ai jamais vue dans les promos, alors qu'elle était plutôt connue. À l'époque, elle était animatrice de la Nouvelle Star, tu vois, et pas du tout. Virginie Efira, on s'en fout. D'accord. Donc, ouais, c'est étonnant, mais bon. Justement, moi, j'avais bien aimé le film parce que je trouvais que Coé, il était drôle dans la VF. Et je sais que tout le monde va se foutre. Les gens qui sont fans de VF et tout vont se foutre de ma gueule. Mais vraiment, je trouvais que Coé, il était pas dégueu. Je le trouvais drôle, tu vois. Et finalement, en faisant mes recherches, j'ai appris que le type, il a reçu 100 000 balles pour faire le doublage. Ah ouais. Et en fait, il s'est barré du tournage aux 2 tiers du film. Donc, 1 tiers du film, en fait, est fait par un autre acteur. Une match voice, Putain. comme on appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui lui ressemble vocalement. Donc, en fait, j'ai aimé Coé, mais aux 2 tiers, quoi. D'accord. Putain, c'est incroyable. Non mais Mais le mec s'est barré Donc il y a un mec qui a été payé pour imiter Koé, quoi, du coup, dans l'affaire. Ouais, c'est ça. Non, mais enfin, bon, voilà. C'est pas bien. C'est pas bien, Garfield. Donc, voilà. J'ai décidé de parler de ce film et trouver des points positifs était très compliqué. Trop compliqué, même. Donc, est-ce que j'ai réussi? Pas vraiment. Mais si, tu nous as parlé de l'animation quand même, mais franchement, même, enfin, t'as fait, à côté, ça fait le taf, les anecdotes de production, c'est quand même, là, c'est pépito. Ah quoi. oui, là, c'est bah, vraiment, entre impressionnant, Bill ouais. Murray et Coé, là, on a Ouais. été servi, quoi. Ça se trouve, on sait pas, mais même pour la version espagnole, il y a eu une couille pour le doubleur, ça se trouve, c'est une malédiction. Putain, ouais. Et pour le. Enfin, j'ai pas parlé du 2 qui est encore pire, mais j'ai vraiment voulu parler du 1 parce que c'était Ah ouais. là que Coé s'était barré en Le 2, c'est avec la reine d'Angleterre, c'est ça? Ouais, le 2 c'était J'ai l'adaptation un un vague peu tu sais, souvenir. de Charles Dickens, Le Prince et le Pauvre. Ah d'accord, waouh. Tu sais, Ok. il y a, alors, oui, il y a un chat, je crois que c'est le chat de la reine, je sais même plus, et Garfield tombe dessus, et du coup, ils inversent leur vie. Et... Hmm. Voilà, enfin, un truc original un peu comme ça. Ouais. Et si jamais vous avez pas vu Garfield le film, avec une bonne bière, des potes, vous allez vous marrer. Hein. Avec, avec de quoi oublier sa condition de vie, allez-y. Hein. Non mais voilà. Ok. Donc voilà, Garfield le film 2004, certainement disponible sur Netflix si vous voulez le voir. J'en sais rien. Voilà. Bah, en tout cas, Écoute, merci. je sais pas si le film a été secouru, mais en tout cas, moi ça m'a bien fait marrer. Ça t'a plu, Pierre? T'as apprécié? Ah oui, bah écoute, j'ai des petites anecdotes à ressortir en soirée sur ce film C'est mémorable de l'histoire du cinéma. Écoute, c'est bien. Bon, petit jeu pour oublier tout ça là parce que Ah, j'ai peur quoi. Là, si franchement, si je me rétame encore contre cette fois ça va être Pierre, mais si je me rétame contre Pierre, ça va pas le faire. Il va falloir Tu as changer mal levé. de Ouais. jamais 203. disposition là. Ouais, jamais 203. Ouais, va te faire voir. Bon, ben le jeu de la semaine. Mais le jeu du jour, alors j'ai fait un truc très simple. J'ai fait un quiz animation.
Oh putain. Ça va être juste des questions vraiment de culture générale. Au début, je voulais faire un jeu où il fallait trouver des morceaux d'interview de comédiens de doublage, de films animés et trouver dans quel film il a joué. Mais je me suis dit, bon, allez, je pense qu'on n'a pas de voxophile autour de la table et ça allait être trop dégueulasse. Ouais. Donc, j'ai fait un truc plus soft. Ok. Donc, il y aura 12 questions, une 13e pour départager en cas d'égalité, même si je pense que Pierre va gagner avant ça. Et Allez, ça y est, ça commence à me... Vas-y, continue, sinon je sors les insultes. Non, je vais même commencer, comme ça va être fait. Première question, ça va être sur la rapidité. Hein. Comment s'appelle l'écureuil dans la série Bob l'éponge ? Sandy. Wow, mais voilà, Sandy. Ouais, un non, point. ça- Putain, mais je vous annonce à tout le monde, je vais me faire rétamer la gueule. Je vous le tu dis. regardais pas T'es fou quand t'étais jeune, Guillaume ? Ah, Bob l'éponge Non, quand moi, même. je regardais C'est dans l'air et je t'emmerde. Bon, on parlait de Jacques Tardy, deuxième question. Comment s'appelle le personnage principal de son film de 2015 ? C'est Avril, non? C'est ça, ouais. Ouais. Avril, Bah, Avril c'est- et le monde truqué, très bon film. Dispo sur Netflix. Ouais, très Ouais, c'est sympa. Ça vrai. va être long. Adapté de son univers. Ouais. Citez-moi un film des studios Hardman. Bah, voilà, c'est Gromit. Voilà. Lequel ? Le mystère du lapin-garou. Bien Pardon. joué. Alors, Guillaume, réveille-toi, merde. Bah, un jour je serai invité, on fera un truc sur ma spécialité. Qu'est-ce que je te dis ? Comment s'appelle le dernier film animé de la série Astérix ? La potion magique. Oui, c'est ça. Bien Ah joué. ouais, Astérix. bien joué. Astérix et la potion magique. Enfin, ouais, allez, je te l'accepte parce que Le mystère de la potion non, magique. le secret de la potion magique. Ce- Oui, bon, allez, hein, on est plus à ça près. Pierre il a dit Avril tout à l'heure. Ouais, hein, c'est le nom du personnage. c'est tout. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Comment s'appelle ce film d'animation français de 2013 qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs, mettant en scène l'amitié d'une souris et d'un ours, d'après un scénario et des dialogues de Daniel Pénac. Ernest et Célestine. Bien joué. Ah Guillaume. putain, plus rapide. Ouais, Ah putain. Très beau film. Sixième question. Alors, quel est le dernier film d'animation Disney sorti sur la plateforme Disney+ aux États-Unis ? Il n'est pas encore sorti en France. Oh. Ah, attendez, on tape dans l'actualité aussi, les mecs. Hein. Bah moi le dernier que j'ai vu c'est Soul mais il est sorti en France donc c'est Ouais, pas Il y en ça. a eu un peut-être entre temps. C'est Alors, le là. dernier film. Alors, je aucune saurais idée, pas. hein. Je donne ma langue au Aucune chat. idée, Pierre Pareil. Je donne Non. ma langue à Garfield. Pierre non plus. Non plus. Là, non. Non. Alors c'était Raya et le dernier dragon. Ça se passe en Chine. C'est le Oh, dernier film alors Disney. là, non. Il sortira le 4 juin sur la plateforme Disney+ en France. D'accord. D'accord. Septième question. Comment s'appelait la série d'animation créée par l'animateur Piano et narrée par Alain Chabat, diffusée en 2006 sur M6 ? Avez-vous déjà vu? Ouais. Voilà, Chabat. Bon, je connais pas. Ah ouais? Bien sûr. Ah, c'est excellent. Tu connais pas? Ah, Non, c'est non. trop bien. C'est Ah non, avez-vous déjà Ouais, vu c'est ça. Ah j'ai compris déjà vu. Si ouais Ah. je connais ouais. Dispo sur YouTube. Je vais à chaque fois qu'il y aura une série, je vais dire c'est dispo sur cette plateforme. Quel chanteur alors celle-là ouais. Quel chanteur fait la voix française de Quasimodo dans le film Disney Le Bossu de Notre-Dame? Oh là. Ah putain je sais. Euh... Mais je sais plus. C'est un ça truc veut de dire- malade, c'est un truc trop bizarre. Et justement, il double super bien. Oui, et c'est un truc improbable. Putain, On l'a j'ai vu une... on l'a vu récemment dans l'actualité, il fait des manifestations, tout ça. Ah, putain, oui, le pote des Gilets jaunes. Ouais, c'est ça. Ah, putain. Francis Lalanne. Ah c'est ça, oui, Guillaume. oui. Bien joué. Yes. Merde. Mais ce mec a un talent quand même parce qu'il a fait un autre doublage, je sais plus lequel. Et c'est deux gros films. Il y a Ah un ouais autre truc dans lequel il double. Et... Ouais, je sais plus dans quoi. Oh. Hmm. Ah, je savais pas, tu vois. Mais ouais, en Quasimodo, quoi, il était. Ouais. Je sais pas. C'est En bon. plus, même, je trouve ça collait bien, Quasimodo, le chanteur. Enfin, pas le chanteur, mais la personnalité un peu repoussée. Ah bah ouais. Populaire. Enfin, je sais pas, ça collait bien. Neuvième question. Ben voilà, il a tourné il y a pas longtemps, il y a un an à Angoulême. Quel est le premier film d'animation de Wes Anderson? Fantastique Ouais. Mr. Fox. Bien joué, Guillaume. Ouais, Eh ben, bien tu joué. sais quoi?
4-4. Rien n'est Oh là perdu. là. Ouais. 4-4. C'est à son Deux tour. roues motrices. Yes. Waouh. Enfin, 4 roues motrices du coup. Alors, 10e question du coup. Quel film Pixar est à ce jour le film le plus vendu au monde en DVD? Nemo. Ouais, bah Le oui. monde de Nemo. Bien joué, c'est ça. Tellement. Bah Exactement. ouais. C'est ça. Oh, culé. Bien joué. Bravo. Ah, je suis bon là. Et attends. Ouais, Pierre, ouais, non mais. T'es en train de réaliser un de Je- mes rêves Ah là. ouais, je non, commence mais là, à. Allez, petite réplique de film. Dans quel film d'animation peut-on entendre la réplique « Voler » ? J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Vaillant, comment il pigeon, s'appelle machin. Vaillant, ouais, je voulais Pigeon, dire ça. Ouais. soldat, non, truc. c'est pas ça. Non. Ah putain. C'est un film Truc Pixar. avec un oiseau. Uh-huh. Y a pas de rapport avec un oiseau dans le film. Si ça Ah peut bon, aussi aider. d'accord. Ouais. Indestructible. Non. Les Alors, il indestructibles. doit non. avoir un avion. C'est comme ça. C'est vraiment un film connu. Hein. De super-héros un peu ou Non. D'accord. Ah non, c'est Toy pas Story. Pixar. Ouais, c'est ça, c'est Toy Story. Ah hein. putain. Ah putain. Quand Buzz veut montrer qu'il s'est voué Ouais. à tout le monde. Du coup, aïe, 5-5. C'est la question décisive. Mhm. Et j'ai bien peur que. J'ai Ouais, bien peur d'accord, que j'ai Pierre le compris. sache, malheureusement. Faut un con. De toute façon, faut toujours un con dans un duel. Et c'est celui moi. qui pose les questions, Guillaume. Quel personnage de film Disney a particulièrement marqué le mangaka Osamu Tezuka jusqu'à influencer son style graphique, pardon. Personne. Essaye, Bah, Guillaume. Mickey. Personne. Non, c'est. Non. Il y avait Mickey, mais principalement c'était. Il y en a un autre vraiment qui. Un autre. Blanche-Neige, j'en sais Non. rien. moi. C'est un personnage masculin. Il est pas humain. Bah Donald. Je sais pas. Non. Vous pouvez passer, hein. J'ai toujours une question dans ma besace, hein, mais. On passe, Pierre Ouais. Oui. Je suis d'accord pour passer. Ouais. Ah, je... C'était Bambi. Justement, les yeux Bambi, dans ces mangas, apparemment, c'est très inspiré de Bambi. Ah, justement, qui avait d'accord. des grands yeux. Ah, ouais. Ok. Ok. Ah. Bah, du coup, question bonus, le point final qui va départager tout le monde. Vrai ou faux, il existe un dessin animé sur Claude François diffusé sur TF1 dans les années 80. Vrai, Oh. je suis sûr ça. Faux, moi je vais dire faux. Ah, vous êtes sûr? Bah oui. Eh ben c'est faux. Guillaume a gagné. Oh putain. Ah putain de merde. Guillaume a gagné sur ça quoi. C'est faux. Ah, Par contre, il y bravo. avait un dessin animé sur Carlos qui a même été diffusé aux États-Unis. Voilà, si jamais. Ah, waouh. Sur Carlos le chanteur. Ah ouais, sur Carlos le chanteur. Il était pote avec un animateur américain et il a dit tu veux pas que je fasse un dessin animé sur toi? Et Carlos il a dit bah ouais. Et il a même fait le générique. Voilà. Ah ouais, C'est d'accord. Carlos qui raconte ses aventures dans les quatre coins du monde. Bah, ça Il est donne doublé envie, par alors. Koé ou pas? Non, c'est Carlos qui. Ouais, putain, je suis con. Oui, parce qu'en plus ils sont gros tous les deux donc. C'est pour ça. Ok, bah écoute, franchement. Bah, je bravo, m'y attendais Guillaume, pas. Tu vois, Bah, merci. c'était pas joué merci, d'avance. Pierre. Non, c'était pas joué d'avance. Vraiment, je sais pas comment. Je j'ai fait. m'incline. Ouais, parce que t'étais pas sur ton terrain là, Guillaume. Donc, tu Non, vois, j'étais pas sur mon terrain et je crois que j'ai perdu mon pucelage de la loose, donc c'est bien. Ouais, mais la prochaine fois je vais faire un quiz manga comme ça, on va voir. Oula, où tu peux ouais. aller. Je poserai les questions, d'accord. Voilà, très bien. Bah écoutez, en tout cas, merci Clément. Là, vraiment, c'était très intéressant. Surtout que j'ai gagné, donc c'est encore plus intéressant. Bah, Ah oui, Non, bien mais sûr. en tout cas, j'ai appris des trucs une fois de plus. On va passer à notre dernière rubrique, last, but pas la moins Notre liste. intéressante. C'est ça. C'est les recommandations de la bande. Alors, on va bien sûr continuer une fois de plus, commencer par notre invité. Pierre, Ouais. qu'est-ce que tu nous recommandes pour la semaine à venir? Pour la semaine à venir, bah écoute, je vais vous recommander une petite trilogie de documentaires. Allez, Ah, moi qui m'a beaucoup marqué et que je re-regarde des fois de temps en temps. C'est la trilogie des profils paysans de Depardon. Voilà, Ah, donc ouais. c'est des très beaux documentaires. Moi, à chaque fois, ça m'émeut. Donc, c'est 3 documentaires qui suivent dans le temps et où en fait, Depardon va voir des vieux paysans, voilà,
et se lie un peu avec eux et il pose sa caméra, il les laisse parler, il leur pose des questions. Enfin, c'est très simple dans le dispositif, mais très émouvant et tout, parce qu'en plus évidemment tu les vois un peu vieillir et tu vois les problèmes qu'ils ont, etc. Et c'est voilà, surtout que c'est souvent dans l'actualité, la ruralité, tout ça, c'est un peu récupéré à droite à gauche par les politiques, surtout de droite. Et du coup, c'est intéressant de voir ça un peu à nu, comme ça, de manière intime, quoi. Ça se déroule sur plusieurs années, en fait. Il fait un suivi de chaque personne qui l'interroge. D'accord. C'est ça, okay. Il y retourne régulièrement, même hors caméra, il y retourne. Et du coup, il a fait ça sur, je crois que c'est une petite dizaine d'années, peut-être plus, je sais plus. D'accord. Mais donc c'est sociologique avant tout. Oui, fait, voilà, c'est ça. C'est l'histoire du monde paysan, comment elle vit aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Vu que mes parents sont aussi paysans. Et oui, donc voilà, c'est notre sang, c'est notre terre. On a tous un côté paysan. Et oui, après, c'est la France, c'est ça. C'est la France. Chez Depardon, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un passé de photographe aussi, photographe reporter. Ouais. Et j'ai vu quelques documentaires qu'il a réalisés. Et c'est vraiment la question de où tu mets ta caméra, en fait. La place de la caméra, c'est vraiment par la place de la caméra, il te signifie ce qu'il veut dire, en fait. Ça, je trouve ça ouf. Et comme dans la photo, en fait, l'angle de vue et la composition. Bien sûr, après, ces personnages parlent des fois, ou parlent pas, ou s'adressent à un autre personnage. Enfin, un personnage, non. C'est les personnes du film. Mais avant tout, tu vois le plan. Souvent, quand il y a quelqu'un qui parle, il y a quelques secondes avant où tu vois quand même personne parle. Et le fait que la caméra soit placée de cette manière, avec la composition du plan, ça dit déjà autant de choses, voire plus que le reste des actions qui vont être faites après. Ça, je trouve ça incroyable. On avait regardé avec l'option ciné à Ribérac. Et tu vois, j'ai une petite anecdote. C'est aussi lui, l'auteur, le photographe qui a photographié François Hollande pour sa photo officielle. Voilà. Non. Ah ouais. Si, c'est Raymond Depardon. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur ça, mais très bonne recommandation. En option, vous aviez vu ceux-là de Depardon, du coup ? On n'a pas vu en entier, mais on a vu quelques extraits de Profil paysan. Ouais, absolument. Ok. Clément, à ton tour ? Écoutez, moi je vais rester dans l'animation et vu que là j'ai quand même fait sur 2 émissions 2 recommandations YouTube, on va essayer d'un petit peu varier. Moi ce sera une série d'animation disponible sur Netflix qui s'appelle Last Man, qui est l'adaptation de la bande dessinée créée par Balak, Bastien Vives et Michael Sanlaville. Je crois qu'il y a 26 épisodes de 11 minutes environ, donc un rythme effréné et vraiment une action qui ne s'arrête jamais. Donc ça traite de l'histoire de Richard Aldana, donc c'est avant la bande dessinée, c'est même pas une adaptation en fait, c'est même un supplément du matériau de base. On suit les aventures de Richard Aldana, qui est un boxeur qui se trouve être témoin du meurtre de son mentor et son meilleur ami, qui avait une fille cachée et qui se trouve être victime aussi de pouvoirs surnaturels et suite à cela une secte essaie de s'emparer d'elle afin de l'utiliser à des fins plus ou moins obscures. Et donc on suit justement Richard qui essaie de protéger cette fille tout au long des épisodes. Donc c'est une série qui est très influencée justement par la Japanimation, qui elle aussi a eu beaucoup de problèmes au niveau de la production. Il y avait un fournisseur un producteur qui les a lâchés 2 mois avant la diffusion à la télévision, donc ils ont dû faire un Kickstarter. C'est-à-dire qu'ils ont dû demander de l'argent aux fans pour essayer de combler un peu les trous budgétaires. Et ça se sent très légèrement à l'animation, mais c'est très inspiré justement des animés. Beaucoup d'influences japonaises, beaucoup d'influences aussi des doublages des dessins animés japonais du Club Dorothée. Vraiment, allez-y sans crainte, c'est que du bon. Et c'est fini là, il continue, il y a d'autres saisons en cours ou
Alors, il y a eu une saison, il y a eu la saison 1 justement qui a été diffusée en 2016 et là depuis 2 ans c'est en discussion d'une saison 2 et apparemment là c'est sur les rails depuis quelques mois la saison 2, donc ce sera par contre 6 épisodes je crois de 45 minutes. D'accord. 45 minutes, 1 heure. Ça s'appellera, je crois, l'onde de choc. Non, je crois qu'ils ont même changé le nom il n'y a pas longtemps. Mais du coup, là, c'est intéressant parce qu'ils vont changer de format. Ça va être vraiment une série grand format, quoi. C'est-à-dire que là, ce sera pas des épisodes de 10 minutes, mais 45 minutes. Ça va peut-être plus prendre son temps, quoi. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Alors, cette semaine, je vais vous recommander un court-métrage, parce que je suis très attaché au court-métrage. Je trouve que parfois, lorsque on a un peu de temps le soir, mais pas assez, pour regarder un film, c'est vraiment très intéressant de regarder un court-métrage. Je vais vous recommander le court-métrage I'm Afraid to Forget Your Face. En fait, c'est la Palme d'Or du court-métrage du Festival de Cannes 2020. C'est un film réalisé par Sameh Allah. C'est un jeune cinéaste égyptien de 34 ans, je crois. Oui, c'est ça. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui se déguise en femme, c'est-à-dire qu'il met un niqab ou une niqab pour traverser la ville et pour pouvoir aller revoir le corps de sa compagne, enfin de sa copine. Ils ont une relation cachée et elle est décédée. Et pour pouvoir aller la voir, puisque leur relation n'avait visiblement pas été consentie par la société, il se déguise en femme, puisque bien sûr avec le niqab on ne le voit pas, on voit pas à quoi il ressemble, voilà. Donc bien sûr c'est un film qui parle de la société égyptienne. C'est pas un spoil, le fait que son amante soit décédée, donc voilà. C'est un film qui dure 14 minutes. Faut en profiter parce qu'il est sur Vimeo et il est aussi disponible sur Arte gratuitement. Donc foncez le voir, vraiment ça vous prend 14 minutes. Vous pourrez dire j'ai vu une palme d'or, j'ai vu un film égyptien. C'est la composition des plans est au centimètre vraiment est incroyable. Là une fois de plus la caméra, comment elle est placée dit beaucoup de choses. Il y a quasiment pas de dialogue. Voilà, je vous recommande ça chaudement. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Un film témoin donc. Un film témoin, exactement. Ouais. Et j'en profite aussi, juste avant qu'on se dise au revoir, de placer aussi notre reco, tout simplement le site arte.fr. Vu qu'en ce moment, il diffuse les Palmes d'Or exactement, qu'on a eu l'occasion d'avoir. Et, tu fais bien d'en parler. Et aussi, il diffuse, je voulais le dire en plus, il diffuse aussi les films dans la catégorie court-circuit. Il diffuse les films sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand, qui est la référence nationale du festival des courts-métrages. Donc vous retrouvez plein de films de Clermont-Ferrand, du Festival de Clermont-Ferrand. Et je crois que c'était dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'avais vu I'm Afraid to Forget Your Face. Il y a plein de catégories. Il y a une catégorie LGBTQ. Il y a aussi, je crois, une catégorie sur l'animation, etc. Voilà. Et c'est gratuit. Tout est gratuit, tout est incroyable. Enfin, il y a rarement des choses inintéressantes. Donc voilà. Bon, écoutez, sur ce, il me reste plus qu'à vous remercier vous deux, et puis à remercier spécialement, bien sûr, Pierre. Merci Pierre, c'était avec très grand sympa plaisir. de t'avoir. Ouais, c'était très cool. C'était très sympa. Merci les gars. On a appris beaucoup de choses, on a découvert de nouvelles choses. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se dire au revoir, bien sûr, mais peut-être qu'on se reverra un jour, Pierre. Ah avec grand plaisir. Écoutez, les gars. Avec un grand plaisir aussi. Comme bien mieux que Loïc, ce mec. Enfin... Là, ça va de mieux en mieux. Vivement le prochain invité ou la prochaine invitée. Ouais, non, je plaisante. On attend avec impatience le portrait de Pierre / Oscar Isaac / Vincent Lacoste. Je l'attends avec grande impatience aussi. Parfait.
Je vous souhaite une bonne soirée les gars, et Ouais. puis on se quitte en musique et à la prochaine. Allez, salut tout le Allez, monde. ouais. À plus. À plus. Ciao. 青く透き通るこの肌を明日は愛のため捧げます春の花の下恥じらいに赤く体染め抱かれますベラドンナ美しい女ベラドンナ恋をした女悲しみの足音はまだ聞こえ